il vous ressemble beaucoup, ce petit-là. Et là, je ne sais pas comment est née ta passion pour la génétique, mais on peut imaginer que avoir comme cela soigné des bébés a pu engendrer justement cette ferveur pour la recherche. Alors, ah oui, je précise en effet qu'après la pédiatrie, pardon, excusez-moi, François est devenu spécialiste en génétique car il a créé d'abord, excuse-moi, créé et dirigé pendant 18 ans le service de génétique du centre hospitalier de Belle-Pierre. Et ce n'est pas une mince affaire, car ses recherches l'ont mené à faire des découvertes, et particulièrement pour la Réunion. Alors, je prends mon papier pour ne pas faire d'erreur, et ces diagnostics de pointe ont permis à la population réunionnaise de découvrir 3 maladies génétiques présentes seulement à la Réunion et aussi aux Comores, plus particulièrement à Anjouan. À ce sujet, justement, je fais un rappel sur les conférences que François nous a données antérieurement. La première d'entre elles portait sur les enfants de la Lune. Voilà, ça remonte à une quinzaine d'années peut-être. Hein. Et la dernière en date, plus récemment, c'était sur le sel, trésor de l'humanité. Donc, vous voyez, il a une connaissance donc scientifique très large. Alors, je reviens sur les 3 maladies en question. Il y a le syndrome Rabin. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Alors, je le précise, c'est une anorexie du nourrisson accompagnée de vomissements incoercibles. Voilà pour la première découverte. La seconde, c'est le syndrome de Larsen-Bourbon, une pathologie qui existe uniquement à La Réunion. Alors quoi, c'est du nanisme, déformation de visage, enfin, c'est le genre de choses qui ne sont pas particulièrement agréables et qui concernent quoi, une 50aine de personnes, 100 personnes à La Réunion? Ouais, quand même, quand même. Et puis, la dernière découverte que j'ai évoquée il y a un instant, c'est le xéroderma pigmentosum. C'est ça, voilà. Qu'on appelle la maladie des enfants de la Lune. Alors, de manière un peu humoristique, François dit que la mutation donc pour les enfants de la Lune se fait mal, c'est comme une faute d'orthographe dans le code génétique. Voilà, de manière un peu amusée, naturellement. Alors, la maladie des enfants de la Lune a d'ailleurs mené dans d'autres horizons, jusqu'au Bhoutan, et même au Brésil. Je ne sais pas si tu vas en redire un mot tout à l'heure, je ne développe pas davantage. Donc, pour faire bref, François se dit un chercheur heureux, mais un médecin malheureux. Alors, vous comprenez pourquoi? Car découvrir une maladie génétique est une chose, mais trouver les remèdes pour guérir de ces maladies génétiques, c'en est une autre. Voilà, je te laisse maintenant la parole, puisque tu as beaucoup à nous apprendre sur l'ADN. Merci. Je vais essayer de bouger comme ça. Je vais prendre le tien. Alors, il faut changer. Alors, il faut changer. C'est là, hein? Eh bien, voilà. Bien, bonsoir, merci. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Excuse-moi. Voilà, eh bien, bonsoir à tous, chers amis de l'université. Merci de m'accueillir et de me supporter sur ce programme prévu ce soir par Yves sur l'ADN. C'est pas simple, expliquer des choses complexes, mais on va essayer parce que je ne connais pas vos niveaux, c'est-à-dire je ne sais pas s'il y a des scientifiques, des littéraires, par exemple. Il y a même, je vois des enfants jeunes, donc qui ont envie peut-être de savoir aussi ce qu'est l'ADN. Enfin, on va essayer, si vous voulez, de parler de cette molécule un peu mystérieuse et d'en parler. Et encore une fois, je ne suis pas du tout professeur qui sait faire... D'abord, je ne suis pas professeur, et puis ensuite, je ne sais pas faire des conférences. Hein. Vous êtes mal tombés parce que vraiment, c'est pas mon affaire. Mais n'hésitez pas, quand il y a quelque chose où je parle, parce que l'ADN, en biologie moléculaire, on peut délirer très vite,
Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est que je ne suis pas bien, je ne suis pas bon, ben vous m'arrêtez, vous me demandez, n'hésitez pas, je crois que ça doit être, on est en petit groupe là, ça doit être une discussion entre nous, entre copains et copines, quoi. Hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Voilà, alors je vais vous parler ce soir de cette molécule d'ADN, parce que on en parle tout le temps, j'ai envie de dire. Quel est celui qui n'a pas entendu dire « c'est dans mon ADN » ? Ça sous-entend quand même, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais ça sous-entend quand même qu'il y a quelque chose en nous, qui nous caractérise en tout cas. Quel est celui qui n'a pas vu à la télévision des séries où on fait le test ADN, où on trouve le criminel, le violeur, etc. etc. Donc l'ADN a été pour moi une molécule importante, et j'oublierai, je crois, jamais dans ma vie le jour où on a sorti à La Réunion la première séquence d'ADN avec un séquenceur qui pesait 250 kg, qui nous avait été offert grâce au Téléthon. Et alors qu'aujourd'hui, on a des séquenceurs qui ne sont pas plus grands que cet iPhone. Quand on faisait le génome de l'être humain, il nous fallait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'aujourd'hui, en 24 heures, on a fait le tour du génome humain. C'est pour vous dire que les choses ont été très très vite et que l'ADN, vous allez le voir, est une molécule qui est vraiment mystérieuse, et je pense que j'ai essayé de m'adapter, non pas en partant dans les maladies génétiques, parce que c'est complexe, mais en essayant de vous montrer pour un large public que l'ADN peut peut-être nous aider à mieux voir le passé et pourquoi pas à peut-être essayer de le faire renaître. C'est un peu le but de cette conférence. Alors, juste un petit rappel. Je dirais, peut-être rappel du collège, peut-être. Mais il y a des petits points qu'il faut bien qu'on établisse tout de suite, qu'on rappelle, pour qu'on n'y revienne pas après. Première chose, qu'est-ce que l'ADN ? L'ADN, c'est d'abord un acide, l'acide désoxyribonucléique, et vous avez tous vu dans vos livres que l'ADN est constitué et souvent comparé à une échelle avec des barreaux, avec 2 brins, avec une structure hélicoïdale parce que cette échelle va se tordre sur elle-même, et elle est constituée, alors peu importe, elle est constituée de 4 nucléotides, mais ça c'est important, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 4 lettres A, T, C et G. Adénine, thymine, cytosine, guanine. Retenez bien 4 lettres. Il n'y a que 4 lettres dans la molécule d'ADN qui sont reliées grâce à des résidus phosphate et puis un sucre, le désoxyribose, mais peu importe. Cette molécule d'ADN existe dans toutes nos cellules. Alors n'oubliez pas qu'on est constitué de milliards de cellules. Toutes ces cellules sont collées les unes aux autres. Eh bien, dans chaque cellule, il y a une partie qui est le noyau, délimitée par une membrane, la membrane nucléaire, et à l'intérieur se trouve la molécule d'ADN. Et cette molécule d'ADN, elle ne se voit pas. Si on regarde une cellule au microscope, même en grossissant, on ne verra pas la molécule d'ADN. On la voit parce qu'elle est compactée, elle va se replier sur elle-même 4 fois de suite, et lorsque on regarde au microscope, on voit que dans les endroits qui sont plus épais, parce qu'elle se recoupe, il y a des recoupements bien évidemment, eh bien on voit des petits points à l'intérieur du noyau, avec un colorant qui nous fait dire, oui, le noyau est là, il y a de l'ADN. Et on voit bien cet ADN au moment où la cellule se divise, parce que quand elle se divise, c'est les chromosomes qui apparaissent, vous en avez entendu parler, ces chromosomes, qui sont constitués uniquement d'ADN. La molécule d'ADN est invisible, mais si on prenait ce filament d'ADN, vous voyez qu'au bout, on le déroule, si on le déroule à partir d'une cellule standard,
il ferait 1 mètre de longueur, mais invisible tellement il serait fin. Mais sur ce mètre d'ADN, on aurait une succession de A, T, C et G. Et l'ADN, c'est que ça. C'est 3 milliards de paires de bases qui sont alignées les unes aux autres. Et le code génétique, c'est-à-dire tout ce qui nous permet, j'allais dire, de naître, de nous reproduire, de croître, c'est ni plus ni moins que ce filament d'ADN avec A, T, C et G. Alors c'est pas bien compliqué. Et quand on a découvert le génome humain, quand on dit qu'on l'a décrypté, eh bien on n'a fait que tout simplement découvrir l'alignement des A, T, C et G. Et voilà un peu ce que donne cette molécule d'ADN lorsque, à partir d'un prélèvement de sang, on le passe dans un appareil qui s'appelle un séquenceur, après différentes techniques avant de préparation bien évidemment, et on voit une séquence A, T, G, T, vous voyez, donc successive, et ça, c'est la molécule d'ADN. Nous avons tous un ADN, nous avons tous des séquences qui vont être les mêmes au niveau des gènes. Au niveau des gènes, alors oui, j'y reviendrai tout à l'heure au niveau des gènes. Là, c'est juste pour vous montrer que le jeu du biologiste moléculaire, ou du moins son travail, c'est ni plus ni moins que de comparer des séquences d'ADN. Alors vous imaginez facilement que lorsque on a trouvé du sang parce qu'il y a eu un meurtre et qu'on a une séquence d'ADN comme celle qui est en bas, par exemple, eh bien on va la comparer à une référence. Et on va la comparer au suspect, par exemple. Et s'il a les mêmes séquences, eh bien vous imaginez que le suspect, il va peut-être devenir être inculpé. Alors, là je vous ai montré un exemple. Vous voyez, on ne voit pas très bien les couleurs, mais vous avez venu se fixer, s'insérer entre les deux C. Ça, c'est une mutation, une anomalie. C'est des choses qui peuvent arriver, peut-être parce qu'on est soumis à des irradiations, peut-être parce qu'on va manger des produits qui sont toxiques, peut-être parce qu'on aura une exposition aux ultraviolets, peut-être parce qu'il y a un environnement, en tous les cas, toxique, des virus par exemple, qui vont faire qu'on va muter. Et voilà l'exemple typique d'une mutation qui peut donner une maladie. Pourquoi? Parce que dans la cellule, dans le noyau de la cellule, le code génétique avec ses ATCG, c'est un logiciel. Il va passer dans la deuxième partie de la cellule, alors on peut peut-être y revenir, vous voyez, on peut passer dans cette, on ne voit pas, mais vous voyez le noyau et la partie verte, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme de la cellule, et c'est dans cette partie-là de la cellule que la cellule va travailler, et elle va travailler pour fabriquer des protéines, des hormones, différentes substances qui sont nécessaires aux organes pour qu'ils fonctionnent et qu'ils se développent. Eh bien, cet ADN, évidemment, il est lu et on le lit, la cellule le lit par codon, c'est-à-dire par 3 par 3. Si bien que s'il y a une anomalie du code génétique, ici l'insertion, eh bien, il va lire 3 par 3, mais il y aura un décalage dans le cadre de lecture. Si bien que la cellule, eh bien, elle ne va pas fabriquer une protéine, elle ne pourra peut-être pas, ou elle va fabriquer une protéine anormale. Et c'est là qu'il y a une maladie. Est-ce que c'est clair, là? Pas trop... Vous me dites, hein, quand ça chauffe trop... Pour compliquer un tout petit peu les choses, vous me dites, ah ben oui, il y a toutes ces ATG qui sont alignés sur 1 mètre de notre molécule d'ADN. En fait, le code génétique, ce qu'on appelle le génome, vous avez peut-être entendu hein, ce nom qui est souvent utilisé, le génome. Le génome, c'est la totalité de nos gènes. Et nous avons
Alors, on ne sait pas exactement dans l'espèce humaine combien on en a, mais on en a entre 20 et 30 000. Eh bien, tous ces gènes ne constituent que 1 à 2% de cette molécule d'ADN qui fait 1 mètre. Vous voyez qu'il y a très très peu d'ADN qu'on appelle codant, génome, le génome qui, lui, va donner l'ordre à la cellule de fabriquer des protéines. Très très peu. Et entre les deux, 98% de ces séquences d'ATCG, eh bien, moi j'ai appris, quand je faisais mes études il n'y a pas si longtemps, vous imaginez, hein, en médecine, eh bien, on disait que c'était de l'ADN poubelle, ça ne servait à rien. En fait, aujourd'hui, on sait que ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup parce que ces gènes, ce 1 à 2% de gènes, il est identique chez tous ici. Nous avons tous exactement les mêmes séquences d'ADN dans nos 1 à 2% de gènes. Si on prend l'ADN d'un chimpanzé, on aura exactement la même chose. Et si je donnais l'ADN de chimpanzé à un technicien, pour faire de l'ADN et étudier des séquences dans le génome, dans les gènes, il aurait trouvé exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est si différents entre chimpanzés, encore que, on est si différents entre le chimpanzé et nous, c'est tout simplement parce qu'il y a des séquences dans cette partie-là, le non-codant, dans ces 98% d'ADN qu'on appelait ADN poubelle, il y a des toutes petites séquences qui vont activer ou désactiver le gène. Réfléchissez, vous mangez, vous avez faim. Quand vous mangez, vos aliments passent dans l'intestin, dans l'estomac, dans l'intestin, et ils vont être digérés. On a besoin de sucre digestif, on a besoin d'enzymes pour digérer, pour absorber ce que vous avez mangé. Ça, c'est au moment où vous mangez, vous avez un signal qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, il y a des petits fragments d'ADN dans ce non-coding DNA, comme vous voyez, qui va donner l'ordre à la cellule digestive, pancréatique, enfin toutes les cellules qui participent à la digestion, l'ordre de digérer et d'être sécrétée. La cellule sécrète à ce moment-là parce qu'elle a été activée. Quand vous avez terminé de manger, on n'a plus besoin de ces enzymes digestives. Et à ce moment-là, l'ADN est désactivé. À ce moment-là, il ne fonctionne plus puisqu'on n'a plus besoin de donner l'ordre à la cellule de fabriquer des protéines pour digérer. Voilà un peu ce qui nous différencie du chimpanzé. C'est en grande partie le fait que les petits fragments d'ADN situés dans l'ADN non codant va faire fonctionner je dirais le code génétique, mais de façon différente, va activer certains gènes, à moitié les activer, les associer à d'autres gènes actifs ou vous voyez, il y a un jeu, en tous les cas, dans tous ces gènes qui vont être activés, désactivés. Et c'est ce qui fait, alors bien sûr, ça c'est la génétique, mais vous savez que la génétique pure n'existe pas. La génétique ne se conçoit qu'avec un environnement, et que l'environnement joue son rôle également, soit en modifiant le code génétique, soit peut-être pour le fonctionnement même des cellules. Donc voilà ça, et une chose toute simple que je voudrais vous dire, qui paraît simple, mais qui est souvent difficile à comprendre. Pour faire un enfant, il faut un papa et une maman. Il faut un mâle et une femelle. Ça reste entre nous, hein, mais c'est nécessaire. Lorsque vous avez une fécondation, c'est-à-dire la pénétration du noyau du spermatozoïde dans l'ovocyte de la cellule, vous avez une fusion des deux noyaux. Dans le noyau du spermatozoïde, il y a 23 chromosomes. Dans le noyau de la cellule, il y a, de l'ovocyte, pardon, de la femelle, de la femme, il y a 23 chromosomes. Et 23 ça fait 46. Donc toutes nos cellules, la totalité de nos cellules ont 46 chromosomes. Seules les cellules germinales, les cellules sexuelles, ont 23 chromosomes.
Donc retenez bien, parce que tout à l'heure vous allez voir, on en aura besoin de repenser à ça. Retenez bien que la cellule qui, je dirais, est le corollaire de la fécondation, la première cellule embryonnaire, elle est constituée d'un noyau, de la fusion d'un noyau, d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Autre chose, alors, parenthèse pour ceux peut-être qui sont un peu plus dans la biologie, vous voyez que le cytoplasme de la cellule, qui est en bleu ici, le cytoplasme de cette cellule est une cellule ovocyte féminine, femelle. Dans ce cytoplasme-là, il y a un ADN très particulier qu'on appelle l'ADN mitochondrial, qui existe aussi dans le spermatozoïde de l'homme. Mais ce qui se passe, qui est particulier, c'est que lorsque le spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovocyte, il n'y a que le noyau qui rentre à l'intérieur de la cellule de l'ovocyte. La partie intermédiaire, vous vous souvenez peut-être, ça vous rappelle des souvenirs, le spermatozoïde, il a une tête, il a une pièce intermédiaire, et il a un flagelle. Hein? Eh bien, il n'y a que la tête qui pénètre à l'intérieur de l'ovocyte, si bien que l'homme ne donne jamais son ADN mitochondrial. Jamais. L'ADN mitochondrial, il est issu d'une cellule femelle. Si bien que s'il y avait une mutation, une anomalie dans cet ADN mitochondrial de la femme, eh bien, c'est la femme qui transmettrait automatiquement à ses enfants et ses descendants cette maladie-là. L'homme ne pourra jamais la transmettre. Ce sont des maladies à transmission purement maternelle. Je vais faire la parenthèse. Alors, revenons un peu à des choses un peu plus... Là, c'était un peu le petit cours... je ne dis pas l'ADN pour les nuls, hein, je n'ai pas dit ça. Mais c'était juste un petit rappel. Mais juste pour qu'on revienne à des choses un peu plus faciles et plus intéressantes, cet ADN-là, on sait l'extraire. Ça, c'est une chose quand même importante. Ça fait longtemps que l'on sait l'extraire. Et on s'est posé la question de savoir si cet ADN, il durait longtemps. Est-ce qu'on peut le conserver longtemps quand on le met dans un frigo, par exemple? Alors, pour ce faire, il y a deux choses qui sont importantes pour la conservation de l'ADN. Non, c'est pas là. Voilà. Deux choses qui sont importantes, c'est d'une part de ne pas avoir un ADN dans l'eau, dans un liquide, dans une ambiance, un environnement humide. Parce que l'eau va rompre, vous savez, la première image qu'on a vue de ces barreaux, hein, et cette échelle avec les deux barreaux, pardon, avec les deux montants et puis des barreaux, eh bien, si on met cette molécule d'ADN dans de l'eau, les barreaux vont être cassés. On aura un ADN monobrun, de brun, et quand on a un ADN monobrun, il a une particularité, c'est qu'il est instable, il ne reste pas, et il va se fixer sur n'importe quel autre ADN qui est dans le coin. Parce qu'une chose qu'il faut bien vous dire, c'est que ici, dans cette pièce, si on faisait un prélèvement d'air, on trouverait l'ADN de tout le monde. Lorsque je respire, j'envoie un aérosol et évidemment, l'ADN que j'ai dans mes cellules, les cellules qui sont mortes, hein, souvent donc au niveau de ma muqueuse jugale, eh bien ces cellules, elles meurent, le noyau éclate et l'ADN va se répandre partout. On a de l'ADN partout, c'est d'ailleurs une grande difficulté lorsqu'on travaille en laboratoire sur l'ADN, où il nous faut une ambiance stérile et des aspirations permanentes pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, première chose, l'ADN ne supporte pas l'eau et l'eau dégrade l'ADN. La deuxième chose, c'est que, à l'inverse, lorsqu'on est dans une ambiance sèche et qu'il fait chaud, l'ADN est bien conservé. On a par exemple de l'ADN de momies égyptiennes vraiment conservé mais vraiment un état parfait. Et vous avez peut-être eu connaissance de cette petite momie d'enfant qu'on avait trouvée 3000 ans avant Jésus-Christ, qui est la principale mutation qu'on retrouve encore aujourd'hui chez nos petits malades. Eh bien, cet enfant était homozygote, il avait 2 exemplaires
de la mutation, et on a pu démontrer que c'est une petite fille, était morte donc d'une mucoviscidose. Alors, et part pas tout de suite. Voilà. Donc on a aussi l'ADN qui va être dégradé parce que c'est un acide. Et s'il y a un environnement basique, acide plus base donne sel plus eau. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule. Donc, l'acidité d'un terrain peut dégrader l'ADN. Et on peut retrouver de l'ADN dans des endroits où, justement, je dirais, les tissus sont relativement protégés. Tous ceux qui ont subi un traitement taxidermique, hein, dans les musées, par exemple, où on a des animaux qui ont été empaillés et qui ont été traités. Dans les herbiers, on retrouve également de l'ADN. Et ça, c'est tout ce qui fait partie de ces ADN anciens, hein, et que l'on peut extraire et que l'on peut éventuellement étudier. Un autre risque, c'est évidemment la contamination par des ADN, comme je vous disais, ambiants, parce qu'il y en a partout. Et vous vous souvenez de l'histoire, lorsqu'il y a des héritages, par exemple, on a eu une fois dans notre laboratoire une histoire comme ça, où il a fallu excaver donc un squelette, parce qu'il y avait des héritages, des droits à démontrer en tous les cas. Et on a dû donc, à partir d'une dent, hein, extraire l'ADN, parce que pour le coup, que ce soit l'os ou la dent, la cellule est bien protégée, elle n'est pas contaminée par l'environnement, elle n'est pas contaminée par l'eau, et elle est bien conservée. La dent est un bon élément pour retrouver de l'ADN intact. Voilà. Donc, pour vous dire que l'ADN ancien peut être conservé, mais il y a des conditions particulières. Et alors, avec cet ADN, qu'est-ce que... on peut avoir de l'ADN ancien, on peut avoir de l'ADN chez quelqu'un qui est vivant, on peut avoir donc de l'ADN dans différents tissus, et au fond, vous avez entendu parler de l'ADN, et je sais que ça vous intéresse, parce qu'on me pose souvent la question, et cet ADN, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Et vous avez vu, si vous tapez sur Internet, que vous avez je dirais, de l'industrie, je parlerai d'industrie pratiquement, dont MyHeritage DNA, c'est celle que l'on voit plus à La Réunion en tous les cas, qui fait plus de pub à La Réunion, et qui vous fait des propositions qui sont alléchantes. Alors, les propositions, alors non, on ne les voit pas là. Voilà, mais les propositions, c'est découvrir ce que votre ADN dit de vous, retrouver l'histoire de vos ancêtres. Alors, pour faire ces tests, ce sont des tests qu'on vous propose, et on vous dit, ben, grâce à ces tests d'ADN, on va savoir d'où vous venez, on va savoir qui est proche de vous, on va savoir plein de choses. Cette molécule d'ADN, elle apparaît alors comme une molécule qui permet de remonter le passé. Il y a des restrictions. Et en France, étudier l'ADN est strictement interdit. 3 700 € d'amende jusqu'à 15 000 €, et ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Nous n'avons pas le droit d'utiliser et de travailler, enfin, je veux dire, pas le droit, en tous les cas, d'étudier l'ADN. Alors, dans notre laboratoire, il n'y avait pas une semaine, hein, où on nous demandait est-ce que je peux faire un ADN? J'ai l'impression que c'est pas l'enfant de ma fille, enfin de mon fils, je ne sais pas. Bon, chaque année, chaque semaine, on avait des demandes, des recherches de paternité. Nous n'avons pas le droit de les faire. On ne peut faire une recherche de paternité que sur demande du procureur ou du juge. Il faut qu'il y ait, en tous les cas, un préjudice à l'une des deux parties, et c'est le juge ou le procureur qui décide si on peut le faire. Et le test est fait. Alors, il est fait dans des laboratoires qui sont agréés. Il y en a 4 en France. Ils sont excessivement surveillés.
Et je peux vous dire que nous, à La Réunion, où on faisait de l'ADN, nous n'avions pas le droit de faire des recherches de paternité, même si vous imaginez que les milliers de séquences d'ADN qu'on a vues, malheureusement, nous ont montré parfois des choses horribles, hein, et notamment dans les recherches de paternité, on a vu des choses, c'est un secret médical, on a vu des choses, et on a toujours respecté le secret médical, parce qu'on n'a pas le droit, évidemment, d'informer sur ce qu'on avait vu sur ces molécules d'ADN. Donc, un ADN, et ça c'est parfaitement bien précis, hein, il nous faut un consentement signé lorsque, par exemple, une personne, pour une maladie génétique, a besoin d'un test d'ADN, elle doit avoir une consultation devant un généticien, et elle doit donner 2 autorisations, l'une de se faire prélever, l'autre d'étudier son ADN. Son ADN va être envoyé dans un laboratoire, et à tout moment, elle a la possibilité de demander la destruction de son prélèvement d'ADN. C'est tout à fait possible. Alors pour en revenir à ces laboratoires privés qui vous demandent et qui vous proposent donc de voir votre passé sur une molécule d'ADN, c'est tout simple. Il suffit de crachouiller sur un papier buvard ou de passer un écouvillon à l'intérieur de la bouche. Vous envoyez ça dans une enveloppe au laboratoire, vous êtes soulagé en général de 100 $, et vous attendez, et 3 semaines après, vous avez un résultat qui est un résultat statistique. Alors on va vous dire par exemple, oui, statistique, c'est-à-dire qu'on vous dira par exemple, vous avez 30% d'origine asiatique, vous avez 10% d'Amérique du Sud. Bon. Mais il y a des choses quand même, et là je me permets de vous mettre en garde, parce que d'abord c'est statistique, et puis ça peut vraiment déboucher sur de très très gros soucis et problèmes dans les familles. Parce que on peut, si tout le monde fait son ADN, et il y a beaucoup, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fait ce test d'ADN. Mais on peut trouver des demi-frères, des demi-sœurs, un père que l'on ne connaissait pas. On peut trouver des cousins, on peut trouver des choses, bon, on peut trouver n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de cette jeune femme kurde à qui on fait un test d'ADN, et cette jeune femme, elle est kurde, fière d'être kurde. Vous savez que les Kurdes, c'est difficile à définir un kurde. Ils n'ont pas de pays, il n'y a pas, l'ethnie n'est pas très très bien caractérisée. Mais elle espérait une chose, c'est qu'on trouve un marqueur dans l'ADN typique des Kurdes, pour vraiment revendiquer son identité kurde. Cette jeune femme fait le test, et on l'a filmé avant le test, donc où elle est vraiment, elle a eu du mal à franchir le pas, elle franchit le pas, elle fait son test, et elle attend évidemment le résultat, et elle ouvre l'enveloppe. Alors cette Kurde qui était musulmane, eh bien découvre que la majorité de son ADN est d'origine juive. Donc vous imaginez la difficulté qu'elle a eu à accepter, hein, son passé, ce qui est à elle, ses caractéristiques. Donc c'est quelque chose qui est très difficile. Autre chose pour laquelle je vous mets en garde, c'est que vous êtes soulagé certes de 100 $, mais vous enrichissez une base de données sur des molécules d'ADN du monde entier qui sont revendues à l'industrie pharmaceutique, hein, lorsqu'ils mettent au point, par exemple, un antibiotique où on va étudier si l'antibiotique agit sur certains gènes et pas sur d'autres, etc. On a besoin d'avoir énormément d'ADN. Cet ADN est revendu. Et pour faire disparaître, hein, c'est comme se suicider sur Facebook, n'y comptez pas. Hein. Une fois que vous avez fait partir la photo, c'est terminé. Hein. Hein. Et bien c'est la même chose, une fois que vous avez envoyé votre ADN, d'ailleurs on vous fait, il y a une petite phrase à la fin où on vous dit donnez-vous, êtes-vous d'accord pour donner le résidu de l'ADN à des fins de recherche, hein.
et vous avez même donné l'accord sur certains, il y a certains qui le marquent directement sur le formulaire. Donc c'est pour vous dire attention, attention, attention. Vous êtes dans l'illégalité, vous enrichissez l'industrie pharmaceutique qui va se faire de gros profits, et ensuite vous allez avoir des résultats qui sont des résultats difficiles. Qu'est-ce que vous allez dire quand on vous dit ben, vous avez 10% d'ADN qui vient des États-Unis, 10% qui vient d'Afrique, 10% d'Asie, 10% d'Australie, 5% qui viennent d'Europe, vous savez plus où vous êtes, vous perdez complètement votre identité, donc faites attention. Sans parler évidemment des problèmes familiaux que ça peut poser. Voilà, donc ça, on y reviendra, hein, si jamais ça pose des problèmes éthiques, évidemment, parce que l'anonymisation de ces prélèvements d'ADN n'existe pas, ça pose de gros problèmes, et on y reviendra s'il y a des questions, on en parlera tout à l'heure. Pour l'ADN ancien, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut faire parler cet ADN? Eh bien, dans la mesure où on a, comme je vous l'ai dit, un génome, c'est-à-dire un logiciel qui permet au fond eh bien, de voir naître un individu. Bon, ça peut être de l'espèce humaine, ça peut être une plante, mais ça peut être un animal. D'où les chercheurs ont eu cette idée folle peut-être de se dire, mais si l'ADN servait à faire renaître des espèces disparues. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce bloc d'ambre, tout le monde l'a vu, hein, Jurassic Park. Alors, un petit détail quand même, lorsque Spielberg a sorti son film, ce qui est fantastique, c'est que quelques années auparavant, il y avait un chercheur qui travaillait à l'université américaine de Tel Aviv. Et il travaillait grand spécialement comme ça dans l'ambre. Il dit, ça y est, j'ai trouvé le moustique, un ancêtre extraordinaire. Et c'était une époque où, ça remonte quand même à quelques années, hein, Spielberg, c'est peut-être 93 par là, hein, 90, 93, 94 par là. Donc il séquence cet ADN et il dit, ça y est, il a une séquence. Et il publie dans une grande revue scientifique, Science, il publie qu'il a trouvé un ADN d'une espèce d'insecte qui datait de 120 millions d'années. Alors là, ça fait du bruit, énormément de bruit. C'était avant Jurassic Park. Parce que d'où l'idée après du scénario, qui a été construit, peut-être à partir de cette publication. Et en fait, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on a repris cette molécule d'ADN et on l'a séquencée. Et on s'est aperçu que c'est la séquence d'un charançon du pin, qui est un insecte qui vit aujourd'hui, et que c'était tout simplement une contamination ou un insecte qui s'est fait piéger beaucoup plus tard. Donc ce n'était absolument pas un ADN qui datait de 120 millions d'années. Alors, il y a eu à Washington, il y a une dizaine d'années, un grand symposium où on a dit, tiens, on a fait disparaître des animaux, et si on les faisait réapparaître? D'où l'idée de faire, répertorier des espèces qui pourraient éventuellement renaître. Alors la première chose, et la première difficulté que les chercheurs ont rencontrée, c'est de déterminer des espèces qui avaient disparu. Alors l'exemple de cette salamandre, c'est une petite salamandre, vous voyez, complètement dépigmentée, parce qu'elle vit dans les cavernes du Mexique. Et pendant très longtemps, on a cru qu'elle avait disparu. Puis en 1951, on en a trouvé 4 dans une caverne. Et depuis, on a cherché, si bien qu'il y a très peu de temps, on a considéré qu'après 40 ans de recherche ciblée, on n'a pas retrouvé cette salamandre et on l'a considérée comme éteinte. Donc c'est pas toujours facile je dirais, de caractériser une espèce éteinte, une espèce disparue. Souvenez-vous, bien évidemment, du sélacanthe, c'est 1936. En 1936, le sélacanthe qu'on croyait disparu, on le croyait disparu, a été retrouvé dans les filets de pêcheurs aux Comores, dans le canal du Mozambique, et on a pu donc depuis en retrouver
Je ne sais pas si vous avez vu le film de Laurent Balesta qui nous montre le sélacanthe. Ils sont descendus à 100, 120 mètres. Hein, c'est un poisson qui vit à des grandes profondeurs. Il descend à 600, 800, 1000 mètres de profondeur et il remonte et puis il ne monte pas en surface, il reste à 100 mètres, 120 mètres et puis il redescend. Il y a des cycles comme ça, si bien que on l'avait vu, on croyait disparu et il est toujours vivant. On l'a beaucoup étudié, on sait que c'est un animal mythique, c'est le plus ancien animal vivant, 400 millions d'années, et c'est surtout l'ancêtre, si vous voulez, c'est un peu l'animal qui a permis la transition entre la mer et la terre. Parce que on voit ces nageoires, mais ça c'est autre chose, ces nageoires qui sont en fait pas vraiment, qui n'ont pas un mouvement de nageoire, mais qui ont un mouvement de tétrapode, un petit peu. Alors, les espèces qu'on peut faire disparaître, qu'on peut faire renaître, pardon. Alors, vous imaginez, je vous ai parlé de la conservation de l'ADN, vous avez bien compris qu'il ne fallait pas de l'eau, il fallait que ça soit dans un milieu sec, il ne fallait pas qu'il soit contaminé, et vous avez bien vu que cet ADN, plus on va avancer dans ces ADN anciens en âge, et plus on a des risques quand même qu'il se dégrade, notamment par ces réactions physiques du milieu ambiant. Alors je vais vous montrer juste quelques espèces en remontant dans le temps. La première espèce, c'est le Capra pyrénaïca. C'est un petit bouquetin qui a été énormément chassé dans les Pyrénées. Et quand on s'est aperçu qu'il était en voie de disparition, vite, on a arrêté la chasse. On a dit, il faut vite arrêter, il ne faut plus le tuer. Et malheureusement, il n'y a plus de mâle. Et il restait une femelle. Mais la femelle, elle était surveillée de près. Et malheureusement pour cette brave femelle, en 2000, elle a été tuée par la chute d'un arbre. Mais les gardes étaient là. Et on a pu extraire, je dirais, de la peau et des muscles et immédiatement les congeler. On l'a mis en congélation sans trop savoir ce qu'on allait faire, mais de 1936, on a des cellules congelées de ce petit bouquetin. Ce petit bouquetin, on a ensuite, et on verra les techniques après, pour faire renaître les espèces, on a obtenu donc je dirais un petit bouquetin. Et vous allez voir, je ne détaille pas, on va en parler tout à l'heure, mais ce petit bouquetin, il n'a pas vécu très longtemps, il a vécu quelques minutes, parce qu'il avait une hypoplasie pulmonaire et il n'est pas resté vivant très longtemps. Donc ça a été un échec, et le bouquetin aujourd'hui des Pyrénées est bien une espèce disparue. Si on remonte dans le temps, vous avez entendu parler de le tigre de Tasmanie, ce tigre qui n'est pas très beau, c'est un chien, on a l'impression qu'il est hypotrophique, il a une queue très raide, on l'appelle tigre parce qu'il a des rayures dans la partie postérieure de son dos. Cet animal a été énormément chassé et il en restait un en Tasmanie, dans un zoo, et pareil. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 2 mois avant qu'il meure dans ce zoo, l'Australie a décrété que c'était une espèce en voie de disparition et qu'il fallait tout faire pour le sauver. Mais c'était le seul animal, il est mort 2 mois après, 1936. Et puis on a ce quagga. Le quagga, c'est une sous-espèce un peu du zèbre. Vous voyez, il ressemble un peu au zèbre. Et il vivait en Afrique du Sud, énormément chassé pour sa viande, énormément chassé parce qu'il se reproduisait très vite et il fallait dégager évidemment des espaces pour faire de l'élevage, et il a disparu avec un des spécimens qui a été pendant longtemps au château de Versailles, ensuite qui a été mis au Jardin des Plantes et qui est mort en 1798, et là aussi pour lequel on a pu avoir à partir de cet animal naturalisé,
on a pu avoir des fragments de peau qui sont en ce moment étudiés. 1798. Et puis le dodo. Le dodo, et c'est pour ça que je parle des espèces disparues, parce que vous en avez entendu parler, ça fait du bruit. Il y a quelques mois, là, on en a entendu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous savez que le dodo n'a jamais existé à La Réunion. Le dodo est vraiment un animal qui n'a existé qu'à l'île Maurice. Et ce dodo-là, c'est l'emblème un petit peu des espèces disparues. La preuve, c'est que quand vous prenez votre petite bière, j'espère qu'il y en aura une à la sortie, il y a le dodo. Le dodo est inscrit donc sur la pub de la bouteille. Vous avez le dodo qui existe dans les dessins animés. Alice au pays des merveilles, L'âge de glace. Vous demandez aux petits, le dodo, ils le connaissent. Les peluches qui traînent partout, il y a eu énormément de publicité. L'emblème reste l'animal, je dirais, caractéristique, l'emblème en tous les cas de l'espèce disparue. Eh bien, ce dodo qui vivait donc à Maurice, on le connaît beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés dans ce qu'ils avaient, je dirais, le plus facile d'accès, c'est le squelette. On a travaillé sur le squelette et notamment il y a donc une grosse équipe en métropole, à Angers notamment, qui a travaillé sur le squelette du dodo en coupant des os et qui a pu déjà déterminer le sexe masculin-féminin parce que dans l'os, il y a des géodes, donc des zones de décalcification de l'os et qui sont le témoin de la femelle. Lorsqu'une femelle pond un œuf, elle a besoin de calcium pour calcifier l'œuf. Donc, elle le fait aux dépens de son propre squelette. Et on a des géodes tout à fait caractéristiques dans le squelette du dodo qui permettent de déterminer avec certitude le mâle de la femelle. On a fait des études, on a montré qu'on pouvait déterminer les formes juvéniles, des formes plus anciennes. On a énormément étudié l'os. Et puis, on a étudié l'ADN. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cadavre de dodo qui a été retrouvé donc à Maurice et ramené par les marins, les navigateurs hollandais, et qui a été amené à Oxford. Ils l'ont conservé pendant très très longtemps. Il était entier. Le squelette c'était pas un squelette, il y avait la peau, il y avait les plumes, il y avait vraiment un animal entier. Ils l'ont conservé jusqu'au jour où il y a un agent du laboratoire qui passe et qui dit « Oh là là, cet animal est en train de s'abîmer, il y a plein de choses qui servent à rien, je vais jeter, je fais le ménage. » On a jeté toutes les parties du dodo, sauf le bec et une patte qui existent encore à Oxford. Mais à partir de ces restes du dodo, on a pu extraire l'ADN, notamment à Copenhague, au Danemark, et on a aujourd'hui une partie, en tous les cas, des séquences d'ADN du dodo. D'où on va faire renaître le dodo. Voilà, il s'appelle Raphus cuculatus. Cuculatus, c'est cuculapraline. C'est parce qu'il n'était pas haut. Il n'avait pas de prédateur, donc il venait facilement près des hommes. Et l'homme l'a tué, littéralement. Alors, en moins de 100 ans, découvert ce dodo, celui-là, il date de 1600, le dernier dodo observé, 1680, je crois. Mais en 1580, 100 ans avant, on le découvre, et en moins de 100 ans, l'homme l'a tué. On l'a tué parce que, d'abord, on l'a tué, vraiment en le tuant, il n'y a pas de mal, on n'avait pas besoin de fusil, on s'est servi largement des œufs. Et puis, on l'a tué parce qu'on a amené des chiens, on a amené des singes à Maurice, on a amené des rats, et c'est vraiment tout, je dirais indirectement, tous ces prédateurs amenés par l'homme qui l'ont définitivement tué. Les os sont très nombreux, on a beaucoup d'os du dodo, dans des zones qui sont situées pas très loin de l'aéroport, qui sont assez marécageuses, avec malheureusement des os qui sont là aussi
dans l'humidité, qui ont été, en tous les cas, conservés dans l'humidité, et vous imaginez que l'ADN est bien dégradé et qu'on a du mal. Mais par contre, vraiment, on a une très belle séquence d'ADN, une belle séquence d'ADN, donc à Oxford. Voilà pour l'histoire du dodo. Et puis, si on remonte encore dans le temps, le mammouth laineux, qui existait donc 4000 ans, à peu près avant Jésus-Christ, et on a retrouvé, là pour le coup, des cadavres en très bon état, conservés dans le permafrost de Sibérie, hein, et à partir duquel, eh bien, on a pu d'abord reconstituer le squelette. Ça, c'est Yves Coppens, vous savez, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, et c'est lui qui a reconstitué un squelette de mammouth entier. Et puis, on a aussi récupéré un peu d'ADN avec l'espoir pour les chercheurs qui s'intéressent au problème de faire renaître l'espèce. Alors, comment faire revivre l'espèce? Maintenant, vous savez tout sur l'ADN. Souvenez, cette séquence ATCG, que vous savez qu'il n'y a que 1 à 2% qui donnent des gènes. Comment peut-on faire renaître cette espèce? Eh bien, on va reprendre, hein, on prend un ADN qui peut être un ADN ancien, voilà un coprolite qui est très connu, qui fait 20 000 ans, dans lequel on a retrouvé beaucoup d'ADN, et notamment d'ADN de plantes qui ont permis de savoir ce que le mammouth laineux mangeait. Alors, comment fait-on pour faire renaître une espèce? La première étape, si on a, comme le bouquetin qu'on a vu tout à l'heure, comme le dodo, si on n'a qu'un seul spécimen, qu'une seule séquence d'ADN. Première chose, c'est de trouver une espèce, une sous-espèce voisine. Alors, vous savez, comment on l'a fait? Eh bien, on l'a tout simplement fait en se basant sur la morphologie de l'animal, mais en se basant aussi sur les séquences d'ADN qui étaient le plus ressemblants. Vous imaginez que quand on a vu les séquences d'ADN qu'on a vues, eh bien, on a des logiciels, hein, lorsqu'on met à matcher deux séquences d'ADN, c'est les logiciels, c'est l'informatique qui va nous permettre de dire oui, c'est identique ou ça ne l'est pas. Hein. Eh bien, pour le dodo, hein, vous savez qu'on a trouvé un pigeon, le pigeon de Nicobar, qui est un pigeon qui vit donc dans le sud-est asiatique, dans l'île de Nicobar, et qui est assez proche, bien que beaucoup plus petit, mais assez proche par la morphologie de son squelette et par son ADN. Seulement, le dodo et la séquence qu'on a trouvée du dodo, oui, on a ces séquences, ces gènes, ces ATCG, on les a, mais il y a des moments où il y a des trous, parce que l'ADN n'est pas intact, parce qu'il y a des endroits où il a été dégradé. Donc il y a des gaps à l'intérieur de cette molécule. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend l'ADN de la sous-espèce la plus proche, on récupère, en coupant l'ADN de la sous-espèce, et on va la coller là où il y a un trou dans l'ADN du dodo, pour avoir une séquence d'ADN en plus. Mais vous voyez déjà que cette molécule d'ADN n'est pas strictement identique à celle d'un dodo. C'est un dodo plus des petits fragments d'ADN qui ont été insérés, qui viennent d'une espèce voisine. Hein, ça, c'est la première chose. Souvenez-vous, alors on le fait en identifiant une espèce voisine, et puis par clonage. Souvenez-vous, alors je ne vous fais pas l'affront de vous raconter l'histoire de Dolly, vous la connaissez par cœur, mais souvenez-vous simplement, ce qu'on fait, c'est pour cette brebis A, qui était Dolly, on a voulu donc la cloner, c'est-à-dire avoir une Dolly bis, une Dolly identique, avec le même ADN que la brebis de départ, brebis A. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'ADN, et du moins une cellule, en tous les cas, un noyau de cellule, et ce noyau, on l'a pris dans le pis, hein, de la vache, le pis de la brebis, hein, et donc qui est une cellule. Alors si vous vous souvenez ce qu'on a dit au départ, une cellule,
qui n'est pas germinale, une cellule somatique, à 46 chromosomes. Hein. Donc on a pris le noyau d'une cellule, et puis on a pris une deuxième brebis qui est une brebis porteuse, en quelque sorte, et cette brebis porteuse a donné l'ovocyte, c'est-à-dire la première cellule susceptible de donner un embryon. Et on a enlevé le noyau de sa cellule, et on l'a remplacé par le noyau de la brebis A. On a mis tout ça, ça s'est passé par fécondation in vitro en laboratoire, et on a finalement obtenu une brebis qui est née, qui avait exactement, si on faisait l'ADN, une séquence d'ADN sur la brebis qui est née, exactement la même séquence que la brebis A. C'est vraiment un clone complet. Seulement, vous connaissez ce qui s'est passé pour Dolly. Dolly a vieilli prématurément, avec de l'ostéoporose, elle a fait une leucémie, elle a eu vraiment une vie raccourcie, elle est morte en quelques années, et ça n'a pas été une très grande réussite. Sans compter qu'il y a une difficulté, c'est que à partir des premières cellules en fécondation in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, une fois qu'on a un début d'embryon, il faut le réimplanter dans l'utérus de la mère porteuse, de la femelle porteuse, et il faut espérer que ça fonctionne. Donc il faut que, les cellules se développent à l'extérieur du corps, dans une ambiance qui n'est pas physiologique. En laboratoire, c'est quand même pas la même chose que dans l'utérus d'une femelle. Et il faut aussi que l'implantation réussisse. Donc il faut si, ça fait beaucoup de si bien que pour le bouquetin de tout à l'heure, le bouquetin des Pyrénées, quand ça a été fait, ils ont eu une centaine de tentatives de FIV. Sur la centaine, il y en a 7 qui ont donné un développement embryonnaire. Il y en a, sur les 7 qui ont été réimplantés, il y a une seule cellule, un seul embryon en tous les cas, qui a continué jusqu'à la naissance du petit qui est mort quelques minutes après ça. Donc voilà pour Dolly. Si bien qu'on peut imaginer, si vous voulez, pour cloner et faire réapparaître une espèce, eh bien, oui, là c'était juste rajouter un outil, quand je vous ai dit tout à l'heure que pour le dodo, on avait pris des petits bouts d'ADN du pigeon qui lui ressemble beaucoup pour boucher les gaps, les trous qu'il y a dans sa séquence d'ADN. On l'a fait avec une enzyme révolutionnaire, et ça a été vraiment une grande découverte récente, c'est les CRISPR, là. Ce sont des enzymes qui coupent là où on veut le fragment d'ADN. Donc le petit fragment d'ADN du pigeon, du nicobar, a été coupé avec cette enzyme, et on prend le petit bout, on le place donc devant le gap, le trou, et puis il est recollé grâce à une enzyme qui s'appelle la ligase. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce que ça a été quand même très important. Ça a été un prix Nobel. Pour ça, c'est quand même une grande réussite. Et voilà, donc vous avez... Alors, je ne parle pas du backbreeding. Le backbreeding, c'est vraiment deux espèces qui sont voisines. On essaie de faire des croisements pour obtenir ce qui serait le plus ressemblant de l'ancêtre des deux. Mais ce n'est pas vraiment faire réapparaître une espèce disparue. C'est tout simplement essayer de faire réapparaître des traits de caractère, des caractéristiques phénotypiques d'un individu. Le clonage, c'est ce qu'on a vu avec le noyau, donc la cellule qu'on va réimplanter après énucléation de la femelle porteuse. Et à côté, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on prend un ADN à partir d'un fragment d'os, d'un fragment de peau, et là, ce n'est plus une cellule que l'on va faire, qu'on va mettre dans l'ovocyte de la femelle porteuse, c'est tout simplement de l'ADN directement. C'est encore plus compliqué. J'ajoute que là, on est dans des mammifères, des espèces qui sont facilement reproductrices.
on a un utérus, c'est facile. Vous imaginez lorsqu'il s'agit de faire renaître un oiseau. Et je pense au dodo, c'est quelque chose qui est difficile. Alors je voudrais simplement vous dire que pour ces datations, ces ADN anciens, on a essayé de savoir jusqu'où on pouvait remonter, avoir des ADN utilisables pour faire réapparaître ces espèces disparues. Et les Suisses ont énormément travaillé sur ces ADN anciens pour savoir jusqu'où on pouvait remonter. Et on s'est aperçu qu'en fait, on pouvait remonter jusqu'à 1,5 million d'années pour avoir un ADN exploitable, entre guillemets. Autant vous dire que nous n'aurons jamais de dinosaures, même de cousins de dinosaures. Hein, c'est clair, on n'en aura jamais. Impossible. Question qui peut d'ailleurs être notre débat de ce soir. Faut-il vraiment faire renaître ces espèces? Eh bien, au lieu de vous donner des réponses, bien, je terminerai par une réponse, mais je continuerai par des questions, un questionnement. Quel serait l'avenir d'un dodo voisin? Encore, vous avez bien compris qu'on ne fera jamais renaître une espèce disparue. Ça doit être clair. On ne peut faire renaître que des espèces voisines, apparentées, mais absolument pas d'espèces complètes. C'est impossible. Le zoo, est-ce qu'on en ferait un animal, je ne dis pas de compagnie, mais ça serait peut-être dans un parc d'attractions. On peut imaginer ce que deviendrait ce dodo dans un environnement qui n'est pas le sien. Parce que là, je vous ai parlé de génétique. Mais imaginez qu'on fasse revivre des voisins des mammouths, ils ne retrouveraient plus l'environnement qui les nourrissait. Hein, ils ne retrouveraient plus la même chose. Donc on n'est pas sûr qu'ils puissent s'adapter à une nouvelle alimentation, à un nouveau climat, à de nouvelles températures. Hein. Donc ça, c'est un gros point d'interrogation. Deuxième chose, c'est les mères porteuses, la souffrance des mères porteuses, et on peut même se demander si ça ne serait pas finalement de la souffrance animale, de la maltraitance. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas je dirais, un déséquilibre de l'écosystème? On peut imaginer que des mammouths se reproduisent très très vite et puis que finalement ils vont saccager des grandes prairies et puis prendre la place d'autres espèces tout simplement parce que c'est la loi du plus fort et on peut imaginer que ce déséquilibre avec une espèce nouvelle n'est peut-être pas une bonne chose pour notre biotope. Alors, il y a aussi autre chose, c'est le coût. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette start-up, Colossal Bioscience, qui a reçu plus d'1,2 million pour les études préliminaires sur le dodo. 1,2 million. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, finalement, de conserver cet argent et de l'utiliser pour la protection des espèces en voie de disparition, plutôt que d'essayer de faire réapparaître, en bricolant, je dirais, une espèce disparue. Et puis, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'homme ne se sent pas coupable d'avoir détruit, d'avoir fait disparaître des espèces, parce que ça reste quand même l'homme qui est responsable de la disparition des espèces en grande partie. Peut-être pas uniquement, mais en très grande partie. Et est-ce que, finalement, quand on voit ces chercheurs qui veulent dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour essayer de faire renaître tant bien que mal une espèce, est-ce que c'est finalement pas pour se faire une petite virginité? Je n'en sais rien. Alors, ce qu'on peut peut-être méditer ensemble, c'est le slogan de la start-up américaine. Restoring the past for a better future. Et moi, j'ai envie de répondre. Preserve the present, protect the future. Je vous remercie.
question, c'est la plus difficile. Qui veut poser une question? Bon, alors en entendant la question, je crois que nous pouvons féliciter François Carteau, qui est un excellent conférencier. Tout au début, il vous a dit « Oh, c'est pas... » Excellent. D'une voix douce, très calme, et tout s'enchaîne remarquable. Bravo. Moi aussi, je voudrais féliciter le conférencier. C'est extraordinaire, ce plongeon dans le passé grâce à l'ADN. Mais je voudrais revenir au présent, à la médecine. Moi, quand j'étais interne dans le service de fécondation in vitro, je me suis demandé pourquoi donc les animaux n'ont pas de difficulté de fécondation. On peut dire que les deux brins, le brin ADN mâle et le brin ADN femelle, apparemment se rencontrent sans difficulté. Tandis que dans l'espèce humaine, on peut avoir des rapports sexuels pendant longtemps. Il y a des mariages qui mettent 2 ans à fabriquer un enfant. Pourquoi donc les deux brins ADN, mâle et femelle, ne s'accrochent pas tout aussi bien que dans les espèces animales, puisque c'est une espèce de fermeture éclair en quelque sorte, qui chez l'animal fonctionne très bien, et chez l'homme a des défauts. D'où viennent les défauts? Voilà la question. Je ne suis pas certain que la fécondation soit moins facile chez l'homme que chez l'animal. Vous avez des espèces, sans qu'on sache très bien, on est ici, on a vraiment quelque chose de très présent, c'est le papang. Vous savez que le papang pose un problème actuellement, il n'est pas, enfin disons, il n'est pas en espèce de disparition, mais ça, je dirais qu'il est en diminution parce qu'il y a une hypofertilité du mâle, sans qu'on sache pourquoi. Est-ce que ce sont les pesticides? Est-ce que c'est les désherbants? Est-ce que c'est les raticides? On ne sait pas exactement, mais en tous les cas, on sait que les mâles, actuellement, il y a un seul œuf par an, et un seul petit par an, et on est, pour l'instant, on est à 0 quelque chose en fertilité, donc ça diminue. Je ne suis pas certain. La fertilité, alors chez l'homme, qu'est-ce qui fait que... bon, je n'étais pas au courant en tous les cas de cette notion. Il y a eu des études qui ont été faites, et il y en a une qui peut intéresser certains qui sont très souvent devant leur ordinateur, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, et on s'est aperçu que les hommes qui sont trop souvent inactifs devant leur ordinateur ont une hypofertilité. Je ne veux pas vous inquiéter tous, mais il semblerait que la position assise, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais assise devant un ordinateur fait qu'il y a peut-être une hypovascularisation des testicules. C'est ce qui a été, en tous les cas, évoqué par certains. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Mais c'est peut-être une boutade, j'en sais rien, ou une étude scientifique sérieuse. Mais en tout cas, je ne suis pas certain que la fécondation soit plus difficile. Ce qui a été difficile en fécondation in vitro, c'est évidemment que la fécondation se fait in vitro, mais vous allez me dire pour les animaux c'est pareil, avec des milieux qu'on a essayé, des milieux de culture où on a, je dirais, bichonné les constituants, les pH, les moyens, la température, et on a essayé d'adapter, et c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas dans la précision. C'est vrai que je n'ai pas de chiffres sur les résultats, en tous les cas, des fécondations in vitro. Peut-être que certains l'ont, peut-être que vous les avez, mais je pense qu'on a essayé peut-être d'aller très loin dans la culture même des cellules pour l'humain, et que peut-être qu'on est resté
plus naturel pour l'animal. J'en sais rien, je n'ai pas cette notion en tous les cas, que la fécondation in vitro marche moins bien chez l'animal. Oui, merci pour cette présentation. Juste une question en relation avec, comment il s'appelle, la brebis, là, ou je sais pas quoi. Dolly, oui, je ne me rappelle plus. Moi, j'avais lu que, enfin, c'était une sorte de clone qu'ils avaient mis au point, en fait, avait déjà dans son génome, ou enfin dans son ADN, l'inscription de l'horloge biologique, ce qui fait qu'elle est née avec toutes les difficultés de la vieillesse, etc. Et donc je me pose la question, enfin je vous pose la question, est-ce que dans les études sur le code génétique, enfin toute cette machine extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on se demande comment ça peut être fait par hasard, mais bon bref, est-ce qu'il y a quelque part une horloge justement qui détermine le temps de l'existence de chacun? Est-ce qu'on a trouvé des traces dans cette partie qu'on a méprisée, qu'on disait qui était une partie poubelle ou je sais pas quoi? Est-ce qu'on a quelque chose dans ce domaine-là ou pas? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de recherches faites sur le vieillissement, hein, notamment. Il y a des choses qu'on connaît, c'est qu'une cellule, elle est programmée pour un certain nombre de divisions cellulaires. Un fibroblaste, on dit qu'un fibroblaste se divise 40 fois et après il meurt définitivement. Il y a sûrement des programmations. Sur l'horloge, c'est vrai que remettre les pendules à zéro, bon, dans certains cas, cette horloge fonctionne, dans d'autres cas, elle ne fonctionne pas. Mais je crois qu'il y a peut-être d'autres éléments qui interviennent, c'est l'épigénétique. Et ça, c'est quand même une très très grande révolution, parce qu'on imaginait qu'on avait un génome, hein, et que ce génome-là, il ne changeait pas, qu'on allait transmettre celui-là et pas un autre, et on s'aperçoit que le génome qu'on transmet peut avoir quelques variations. Alors, il peut y avoir des variations. Alors, si vous voyez les crossing over, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, peut-être pas. Bon. Sans rentrer dans le détail, on s'est aperçu par l'épigénétique que des phénomènes extérieurs pouvaient agir sur notre génome, et on pensait que c'était des cellules. Alors, je n'ai pas osé prononcer le mot tout à l'heure, mais je ne l'ai pas prononcé, mais c'est cellules somatiques, celles qui ne sont pas cellules sexuelles, celles qui sont ailleurs que dans nos organes génitaux. Et on pensait que ces cellules-là, dans la mesure où elles ne sont pas transmises, hein, on pensait que ça ne pouvait avoir aucun effet sur la transmission de notre génome. Or, on sait aujourd'hui, notamment sur la croissance, mais sur les cancers également, on sait que des facteurs environnementaux dont nous subissons les conséquences peuvent avoir des modifications entraîner des modifications de notre génome, et que ces modifications vont être transmises. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve dans l'épigénétique. Alors, il y a une étude qui est extraordinaire. Des femmes enceintes, et toutes ces femmes enceintes allaient avec un ticket de ration, elles allaient chercher la même nourriture. Et on a étudié toutes ces femmes, et on les a comparées à des femmes donc du même âge qui, elles, n'avaient pas de ticket de ration et qui mangeaient ce qu'elles pouvaient. Et on s'est aperçu que ces femmes-là avaient des enfants de petit poids et ainsi de suite, et que ces petits poids, ils allaient continuer de génération en génération. De la même manière, il y a une étude absolument extraordinaire, c'est des nomades à Nouakchott, en Mauritanie, qui vivaient, les petits étaient grassouillés, j'ai envie de dire, et ils étaient élevés au lait de chamelle. Et puis, il y a des ONG bien pensantes qui ont dit « Oh là 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 là, le lait de chamelle, les pauvres, on va leur donner des laits maternisés, des laits. Hein. Ça, il faut vraiment... Non, c'est plus possible. »
Alors, ils se sont sédentarisés, ils sont rapprochés des villes, et on les a nourris avec des laits maternisés. On s'est aperçu qu'ils maigrissaient. Ils maigrissaient parce que le lait maternisé n'était pas du tout adapté, parce qu'eux avaient une lactase spécifique qui leur permettait d'absorber, de digérer ce lait de chamelle, et qui ne fonctionnait pas sur les laits maternisés. Bon, ça c'est une chose, c'est factuel, mais on a étudié les enfants qui, eux, ont été élevés au lait maternisé et qui sont devenus des parents et qui ont eu des enfants de petit poids. Parce qu'il y a eu modification de leurs gènes quand on a introduit ces laits maternisés, on les a forcés à avoir une digestion différente qui a modifié leur génome. Et ça, malheureusement, ça a pu être transmis, l'épigénétique. Et ça, c'est un monde qui est en train de s'ouvrir absolument extraordinaire, où on va découvrir, je pense que, on va peut-être bouger sur l'acquis et l'inné. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne ferions pas nos dissertations de la même manière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, une question ici, François. Oui. Oui, je voulais donc vous remercier, comme tout le monde, hein, de tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Et j'ai beaucoup apprécié en particulier les questions que vous posez à la fin, qui sont toutes riches de très bonnes réflexions. Et justement, à partir de là, plutôt peut-être, je vais me situer sur un autre plan, à savoir plutôt que d'essayer de recréer des espèces disparues. Est-ce que j'ai entendu dire qu'il était possible de faire des cultures de cellules, mais de cellules de tissus humains? Est-ce que ça a réellement un rapport avec toutes les connaissances sur l'ADN? Moi, je ne suis absolument pas une scientifique, hein, donc ma question peut être un peu ingénue, parce que là, peut-être que ce serait effectivement une richesse très importante pour soigner. J'ai entendu parler des grands brûlés, par exemple, hein, et puis peut-être aussi pour les organes touchés par des maladies particulières. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un mieux par la connaissance que l'on a actuellement de l'ADN et du travail que l'on peut faire à partir de cela? Voilà, merci. Oui, l'ADN vraiment joue un rôle essentiel dans ce genre de situation, parce que il y a le programme, il y a le logiciel dans cette molécule. Ça, je crois qu'on l'a bien vu ensemble, hein, ce soir. C'est le programme de l'être humain, il est dans cet ADN. Ce qui se passe, c'est qu'on a des cellules donc, qui attendent d'avoir un ordre, hein, pour se développer et pour se spécialiser. Alors, l'intérêt d'avoir cet ADN, c'est de transformer des cellules dites totipotentes ou omnipotentes. Des cellules qui, au départ, vous savez, quand l'embryon se forme, une cellule, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, ainsi de suite, plus on avance, j'allais dire, dans le nombre de cellules et le nombre de divisions cellulaires, plus la cellule se spécialise. Et on peut imaginer que si on a une cellule totipotente qui ne sait pas si elle va avoir un avenir dans le rein, dans le cœur, dans le digestif, dans l'œil, dans la peau, elle ne le sait pas. Mais si on lui donne l'ordre, avec de l'ADN, de se transformer en fibroblastes, en cellules de la peau, toutes les cellules vont avoir le code génétique qui correspond donc aux fibroblastes, elles vont se développer, on aura un tissu, évidemment, et ce tissu, il peut être, évidemment, utilisé pour les grands brûlés. On a dans l'infarctus du myocarde, par exemple, où une partie du cœur, qui n'est pas oxygénée, pourrit en quelque sorte, hein, se dégrade complètement, disparaît, les cellules meurent. Eh bien, si on met des cellules souches en contact avec des cellules cardiaques qui sont bien vivantes, elles vont transmettre ces cellules, elles sont intelligentes, elles vont transmettre le code génétique, elles vont prendre en quelque sorte le code de la cellule voisine qui est en bonne santé, et elles vont devenir cellules cardiaques, et cellules cardiaques qui vont se contracter, contractiles. Donc l'ADN, c'est vraiment un programme qui peut être transmis
à une cellule, et évidemment, cette cellule peut se développer, donner un tissu. Donc c'est sûr que dans l'avenir, ça sera vraiment très important. Ce qui s'est posé, vous savez, c'est le problème éthique des cellules souches. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas? L'embryon, et c'est un fait que l'embryon est déjà une cellule vivante. Qu'est-ce qu'on fait de ces embryons qui ont été donnés donc pour les dons, dons d'ovocytes, dons d'embryons? Et lorsqu'il n'y a pas de projet parental, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le devenir de ces embryons? Ils peuvent être abandonnés par les parents au bout d'un certain temps, et ils peuvent être aussi utilisés. Alors en France, on a été vraiment, je dirais, dans une grande discussion éthique. Les lois de bioéthique n'ont pas voulu donc donner le feu vert pour qu'on fasse n'importe quoi, et je crois qu'on a eu raison. On a été des sages, et on peut aujourd'hui travailler sur des cellules embryonnaires humaines à condition d'avoir un projet cohérent validé scientifiquement, et avec le souci de ne pas faire de la recherche pour voir ce que ça donne, mais de faire de la recherche avec un but précis. Et pour compléter, puisqu'on est sur un peu le traitement, je crois qu'aujourd'hui on vit une époque vraiment extraordinaire, c'est celle de la thérapie génique. Vous en entendrez parler au moment du Téléthon, et ça me permet de vous demander d'être particulièrement généreux cette année, au moment du Téléthon. Pensez-y, parce qu'on a des choses exceptionnelles, c'est-à-dire qu'un gène qui est défectueux, avec des petites anomalies, la petite faute qu'on a vue, la petite insertion que vous avez vue là, tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On coupe ce petit bout et on met un bout d'un ADN normal. Et ça, c'est la thérapie génique. Alors, comment on le fait? On le fait avec un vecteur. Souvent, c'est un virus qui est désactivé, qui n'est pas dangereux pour la santé, mais qui va aller sur la cellule, paf, et donner ce petit bout d'ADN, si bien que lorsque l'ADN est réparé, la cellule va pouvoir faire la protéine et la fabriquer en bonne et due forme, et le malade pourra être guéri. Nous avons de beaux exemples ici à La Réunion, où une maladie mortelle avant l'âge de 1 an, 2 enfants qui ont bénéficié de cette thérapie génique avec une seule injection, seulement une injection qui coûte 1,5 million. C'est pour ça que je vous invite à être particulièrement généreux au moment du Téléthon. Mais avec une seule injection, il y a eu correction de cette faute d'orthographe, et aujourd'hui, cet enfant commence, il est marchand. Il n'est pas, il est marchand parce que le traitement, malheureusement, a commencé qu'à 5 mois. Si on l'avait fait à la naissance, il serait comme tous les enfants normaux. Mais il a commencé avec un peu de retard. Une cellule nerveuse détruite ne se reconstitue pas. C'est pour ça. Ici. Bonsoir. Super conférence, on vous remercie. Oui. Bon, moi je suis... Vous avez parlé pendant 1 heure d'ADN. Moi, je me souviens, pendant mes études, quand on a eu un cours sur ça, c'était ADN-ARN. Les deux étaient associés, ARN-ADN. Et ce soir, on n'a pas entendu... Bon, c'était le sujet, l'ADN, certes, mais on n'a pas entendu une seule fois le mot ARN. Volontairement. C'est volontairement. C'est volontaire, je vais vous dire pourquoi. L'ARN est un intermédiaire. J'aurais pu en parler dans la première... Vous savez, quand on voit la cellule, le noyau et le déroulement de cet ADN. Parce que quand je vous dis que le logiciel vient de l'ADN et que la cellule, à partir de ce programme, va synthétiser une protéine, il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire est l'ARN, et ce travail se fait dans le cytoplasme, c'est-à-dire pas dans le noyau. Alors, volontairement, parce que si on introduit un ARN qui est tout simplement un bout d'ADN monobrun, je crois que c'est très très compliqué à expliquer. Je crois que dans un esprit, et je m'en excuse, et de simplification, je n'ai pas voulu introduire une notion qui est un peu plus complexe, mais c'est vrai, vous avez complètement raison, l'ADN du noyau va, par l'intermédiaire d'un ARN, c'est-à-dire qu'il va tout simplement rompre ses ponts hydrogènes
Et ce monobrin va passer dans le cytoplasme et il va servir de modèle pour que la cellule travaille et fabrique. Je n'ai pas parlé d'acides aminés, mais évidemment, il y a des acides aminés qui vont être ajoutés les uns aux autres et qui vont permettre la synthèse de la protéine. C'est pour simplifier un petit peu. Voilà, ne m'en voulez pas. Bon. Ici, là. Bon, ben bonsoir. Alors, ceci dit, une toute petite parenthèse. Excusez-moi. Excusez-moi, une toute petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas de confusion. L'ARN se situe dans le cytoplasme. L'ADN dans le noyau. Alors, tout ce que vous avez entendu sur les vaccins ARN, stop, ça ne modifie pas la molécule d'ADN. La molécule ADN, elle est dans son coin, protégée par la membrane nucléaire. Il n'y a pas ce qu'on a entendu dire « Oh, ne faites pas de vaccin ARN parce que ça va modifier votre ADN ». Faux. Bon, ben bonsoir, super conférence, on vous remercie. Alors moi, j'aurais 2 questions à vous poser. Alors, la justice a utilisé l'ADN. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu des condamnés, l'ADN n'existait pas. Elle existait, je veux dire, mais elle n'était pas utilisée. Non, il y a eu effectivement des textes qui varient d'ailleurs d'un pays à l'autre, qui varient énormément. Alors, je pense que ça... Parce que, si vous voulez, lorsque on recherche un criminel ou un violeur ou que sais-je, évidemment, j'ai simplifié à outrance en vous disant qu'on compare, parce qu'on a des endroits dans notre génome qui varient beaucoup. Ce sont des autres. Être un individu d'un seul sexe, donc il n'aura pas, si on y réussit, il n'aura pas de partenaire sexuel. Donc l'espèce, elle ne sera pas restaurée pour autant. Et dans les propositions, là, vous dites on peut les mettre dans un zoo, dans un parc d'attractions, on pourrait les mettre aussi dans une réserve naturelle. Oui. Ce serait plus sympa pour eux. Mais ce serait de toute façon la misère sexuelle, parce qu'il n'aura pas de partenaire sexuel. Si on fait un clonage, ben, si on part d'une femelle, on n'aura que des femelles. Ouais. Et puis, quand j'ai vu le titre de la conférence, je m'attendais à ce que vous parliez plus des humains. C'est-à-dire, à La Réunion, par exemple, les maladies génétiques, elles montrent un petit peu la provenance de certaines personnes. Par exemple, telle maladie, c'est une maladie qui existe en Inde, ou telle maladie existe en Afrique, mettons. Alors je pense qu'il faudrait que vous refassiez une autre conférence pour raconter justement plutôt l'histoire des humains plutôt que celle des animaux. Enfin, je suis preneuse. Alors, je ne l'ai pas fait, là aussi volontairement, parce que j'ai déjà fait une conférence ici, où j'ai parlé justement à propos des enfants de la Lune, cette maladie où on a trouvé ici à La Réunion dans notre laboratoire et le gène et l'anomalie du gène, la mutation, mais en étudiant cette mutation, on s'est aperçu, je suis allé beaucoup plus loin, qu'elle venait... alors c'est des enfants qui sont à Mayotte. Première chose, c'est que tous ces enfants, je résume, mais ces enfants qui venaient tous d'Anjouan. Et curieusement, ils venaient tous d'un endroit qu'on appelle la cuvette. Et que cette cuvette, elle a une histoire très particulière, c'est qu'il y avait des esclaves qui, vers l'année 1100-1200, sont des esclaves domestiques qui étaient travaillés chez des musulmans et qui ont fui un peu leurs conditions en allant dans le centre d'Anjouan, dans cet endroit qu'on appelle la cuvette, et qui est vraiment une cuvette. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous ces enfants-là avaient la même mutation, le même gène et la même mutation, la même anomalie. Quand on trouve un groupe avec une même maladie, le même gène et la même mutation, on pense qu'il y a un ancêtre commun, ce qu'on appelle, nous, l'effet fondateur. Il y a un ancêtre. Ce qu'on a fait, mais comme j'en avais parlé, c'est pour ça que je ne vais pas recommencer, mais on a daté cette mutation. On peut la dater parce que plus vous remontez
à partir de tout le groupe des malades, vous remontez les bouts d'ADN, vous arrivez à un moment où c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais c'est un travail statistique où on compare celui qui a hérité d'un grand bout d'ADN, le même hein, que les autres un peu plus petits, un peu plus petits, et en fonction de tout ça, on a des algorithmes mathématiques qui nous permettent de dire à combien de générations on peut imaginer qu'un ancêtre commun a pu donner cette totalité, donc ce gène en entier. Et on a trouvé que la datation de cette mutation, c'est 1100-1200. Même époque que ces esclaves qui venaient donc en jouant. En fait, c'est l'inverse. On a d'abord trouvé 11e, 12e siècle, 11e siècle, disons, par la biologie moléculaire. Et curieusement, on a dit, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose? On était voir les historiens, anthropologues, sociologues d'Anjouan, qui nous ont dit, mais si, au XIe siècle, c'est le moment où les esclaves sont allés à la cuvette, ce qui expliquait ce noyau. Et puis, on a remonté jusqu'en Afrique de l'Est, parce qu'ils avaient en plus tous un haplotype bantou. Ils appartiennent au peuple bantou. Ce grand peuple, qui est né donc sur la côte ouest de l'Afrique, qui avec une Great Migration est passé à l'est, et donc c'est à l'est, on s'est dit il y a quelque chose. Et effectivement, j'ai retrouvé une jeune fille tanzanienne qui avait exactement la même maladie et la même mutation. Donc, c'était vraiment l'origine, si vous voulez, de la mutation, venait de l'Afrique de l'Est. Et parce que j'ai évidemment fait une publication là-dessus, et chose extraordinaire, c'est qu'on a été contacté par des Brésiliens qui nous ont dit, on a un ADN, on a un enfant, un petit garçon, qui vit au fin fond de la forêt amazonienne au Brésil, et personne ne peut vraiment s'en occuper, mais est-ce que vous pouvez tester son ADN? On teste l'ADN, on retrouve le même gène, la même mutation. Et en reprenant l'interrogatoire de cette famille, on s'est aperçu que sa grand-mère appartenait au peuple bantou. Donc, un petit Brésilien qui avait comme cousin un petit Anjouanais. C'était pour vous dire que l'ADN, on peut le dater et on peut l'utiliser comme marqueur de l'histoire. Alors, je ne veux pas faire de la publicité, mais j'ai un film qui a été fait sur le travail que j'ai fait. C'est pas moi qui ai fait le film, c'est Thierry Janté, qui est passé plusieurs fois, il paraît, sur Réunion la Première, et qui a été coproduit, en tous les cas, par France TV, et qui est passé, où on retrace cette histoire. Et quand je termine en disant ce que tu as cité tout à l'heure, chercheur heureux, médecin malheureux, le film se termine par ça, parce que j'ai trouvé ce travail très très intéressant, évidemment passionnant, d'utiliser la mutation d'une maladie pour suivre les migrations de population, et notamment l'histoire de l'esclavage. C'est quand même quelque chose qui est passionnant, mais vis-à-vis de l'enfant, l'enfant n'a pas guéri. Je n'ai pas retrouvé, évidemment, de médicaments. Or, je me suis un peu éloigné, peut-être, de mon travail de médecin, mais le généticien a cette particularité terrible, c'est qu'on examine, on pose des diagnostics, mais on ne prescrit pas sur une ordonnance un médicament qui guérit. Ça a été la frustration de ma vie. Alors, tu as évoqué l'histoire des mammouths. En aparté, je voulais, dans le sens de l'effet de l'environnement sur les espèces, il y a une sorte de mammouth insulaire que j'ai lu quelque part, de danisme insulaire, je veux dire. Mais les mammouths dont la taille rapetissée liée à leur environnement qui était plus restreint. Et surtout, donc, en rapport avec le mammouth, tu as oublié de parler d'un homme que j'affectionne particulièrement. Je veux parler de Néandertal. Un petit mot, c'est Néandertal. On a tous, dans le génome qui ont été étudiés, je ne sais pas grand-chose sur le... Toi, tu en connais 1000 fois plus que moi. La seule chose que je sais, c'est que l'homme de Néandertal qui a été étudié en assemblage de l'ADN, nous avons à peu près tous, toute population confondue, c'est ça qui est un peu étonnant, presque 10%
d'ADN qu'on a retrouvé dans les bouts de génome, hein, de l'homme de Néandertal. C'est tout ce que je peux te dire au point de vue ADN. Est-ce que les laboratoires qui font ce travail donnent également ce résultat? Les laboratoires, alors non, je pense qu'ils auront. Je pense que ça ira pas aussi loin. Non. Non, mais je peux pas t'en dire plus. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, les cultes en médecine, hein, les cultures de cellules, évidemment, c'est grâce à l'ADN. Les cultures cellulaires comme les cultures de cartilage. Alors ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à cultiver certaines cellules comme le cartilage et pas d'autres cellules, comme vous avez dit tout à l'heure, comme les cellules nerveuses? Quelle est la différence au niveau de la spécificité qui fait que on ne peut pas cultiver l'une alors qu'on cultive l'autre? C'est la programmation, là. Pour le coup, la cellule nerveuse est une cellule qui ne se divise pas, hein, parce qu'elle est programmée. Elle est programmée justement pour ne pas se diviser. Quand on parlait tout à l'heure des programmations de division cellulaire, le fibroblaste, il va se diviser 40 fois. Les cellules digestives, je crois qu'elles se divisent beaucoup plus vite. Il y a à la fois une vitesse de division cellulaire et il y a un nombre de divisions cellulaires qui limite mais chaque cellule n'a pas le même rythme et le même nombre de divisions. Donc impossible de modifier l'ADN de façon à ce qu'une cellule nerveuse puisse se diviser. On aimerait, on aimerait. Les recherches, en tous les cas, en thérapie génique, visent à le faire. Hein, faire une thérapie, c'est-à-dire modifier le génome d'une cellule nerveuse. La seule difficulté qu'on a, c'est le vecteur. Parce qu'il faut qu'on ait... alors, souvent, c'est vrai qu'on utilise les adénovirus. Et on pense qu'il faut un transporteur. Faire un gène en laboratoire, c'est rien du tout. Hein, c'est facile à faire. On lui dit, tu mets un A, un G, un T, un C, un A. On lui donne la séquence. Et ça, c'est fait en quelques heures, c'est très facile. L'introduire dans un virus ou dans une bactérie, souvent c'est un virus, c'est déjà, il faut le faire. Mais bon. Mais avoir un virus déjà qui ne soit pas pathogène, qui ne tue pas la personne, hein, chez qui on va lui injecter le virus. Mais c'est surtout que la cellule soit déposée au bon endroit. Alors ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée. Il y a une maladie à la réunion qui s'appelle la leucodystrophie métachromatique. Peu importe pour le nom, sachez que c'est une maladie où les cellules nerveuses vont progressivement, parce qu'il y a une enzyme déficitaire, l'aryl sulfatase, vont finalement ne pas pouvoir produire, se développer et vont mourir finalement. Et ça donne des enfants qui deviennent grabataires et qui ont des insuffisances digestives, respiratoires, qui sont sourds, aveugles, enfin, c'est épouvantable. C'est une dégradation lente sur des années et des années. Eh bien, il y a une petite fille qui vient me voir un jour, CP. Cette petite fille est amenée par la mère qui me dit « Je viens parce que j'aurais besoin de semelles orthopédiques. Elle n'arrive pas à faire ses demi-pointes. » Elle fait de la danse, elle n'arrive pas à faire ses demi-pointes. Est-ce que vous pouvez prescrire des semelles orthopédiques? Je l'examine, il y a des choses donc, qui me paraissent complètement normales, et je pense à une maladie neurologique, et je lui fais un dosage d'aryl sulfatase. 0. Cette enfant, elle n'avait pratiquement aucun signe, j'allais dire, clinique. Hein, je ne peux pas arriver à faire des... On ne savait pas même si... Vous savez, il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire un des demi-buts, en début de maladie. Donc je me suis dit, c'est rêver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une greffe de moelle, et on va lui amener l'aryl sulfatase. Elle avait un frère qui était immunocompétent, donc il y avait une histocompatibilité, pardon, et on fait donc une fonction de moelle à son frère, on lui injecte, on la met en aplasie, c'est-à-dire on lui enlève, on tue toutes ses cellules osseuses. Elle a eu un moment de sa vie
où elle n'avait pas, il y a eu 2-3 jours, où elle était dans une ambiance, vous imaginez, stérile, avec un risque gravissime, mais un risque de mourir. Elle n'avait plus de cellules dans sa moelle. On injecte la moelle de son frère, et elle régénère, la moelle prend, puisqu'elle était compatible, et fabrique de l'aryl sulfatase. Dosage de l'aryl sulfatase chez elle, 100%. Heureux. Là, pour le coup, médecin heureux. Voilà. Mais médecin heureux qui est devenu malheureux, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un taux d'aryl sulfatase, oui, mais qui n'agissait pas au niveau de la cellule nerveuse. Parce que on avait vraiment des cellules de la moelle osseuse qui, elles, fabriquaient l'aryl sulfatase, mais l'aryl sulfatase n'arrivait pas à la cellule cible. Et donc, la maladie a évolué. Malheureusement, elle avait une maladie complète. Alors que sur le papier, elle était guérie. Bah écoute, heureux, malheureux, au règne des amis de l'université, tu es le bienheureux en tout cas. Merci de votre patience. Ah non, c'était extraordinaire. Donc tu vois, tu as devant toi plus de 50 personnes aujourd'hui qui ont vraiment bu du lait, si je puis employer cette expression-là. Et mieux encore, parce que quand même, madame, je voudrais vous féliciter d'être venue avec votre jeune fille, là, parce que tu vois, tu es en train de verser, voilà, chez les jeunes, la graine qui va leur permettre de prendre goût justement à toutes ces études. Alors moi, je voudrais demander comment elle s'appelle, cette petite fille. Tu es en quelle classe? CM 1. CM1. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une cellule? Pas trop? C'est très difficile. Je me souviens justement d'être allé au moment du Téléthon dans une école de CM1 où il y avait les enfants, il fallait leur expliquer, on m'avait demandé d'expliquer la cellule. Et c'était comme un ballon, c'est très très difficile pour un enfant d'imaginer ce qu'est une cellule. Alors ne parlons pas d'ADN, hein, mais la cellule même. Hein. Et il y a, alors on parlait, on discutait, je faisais des dessins, j'expliquais, très très compliqué. Puis il y avait un petit garçon au fond de la classe et qui me disait « Monsieur, monsieur, monsieur », il voulait absolument poser sa question. Il y avait peut-être une centaine d'enfants, ils étaient très nombreux. Et au bout d'un moment, je lui dis ben, « Vas-y, pose ta question. » Monsieur, tous les soirs, maman me dit de ranger ma chambre. Ça me met en colère. Est-ce que ça, c'est génétique? Voilà, j'en terminerai là parce que je trouve qu'il faut effectivement essayer d'expliquer les choses et, avec les mots de l'enfant, des questions. L'autre jour, on a parlé d'ADN à une école de CM1 d'ailleurs, et l'ADN, cet enfant de CM1 avait vu probablement dans des livres la molécule d'ADN, et je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est pour toi l'ADN ?» Et cette petite fille me dit « Oh, l'ADN, pour moi, c'est comme un estomac très grand. » Donc, c'était comparé à un estomac. Donc, ça prouve qu'il y a l'imaginaire et il faut laisser l'imagination. Merci. Alors, nous avons la chance d'avoir des amis médecins, justement, qui ont des connaissances vastes et